Alors, dans cette vidéo, je vais faire une petite analyse des différents modèles sur Internet et YouTube que j'ai pu voir. Alors, en fait, là, souvent, ce que j'ai des idées. Si je le traite pas tout de suite, je le traite jamais. Donc, je vais essayer de le faire assez rapidement pour en montrer à peu près des différents modèles qui existent. Et en fait, je me suis basé sur sur des exemples. À partir des exemples que j'ai pu voir, j'ai tiré des cas généraux. Donc, des exemples que j'ai pu voir sur par exemple YouTube. Donc comme je peux pas tout voir, mon analyse ne sera pas exhaustive, il y aura pas tous les modèles, mais je vais vous montrer les principaux modèles, parce qu'en fait, dès qu'un modèle marche, il est un peu copié par les autres. Donc en fait, pourquoi cette vidéo? Parce qu'en fait, je m'intéresse sur plein de choses, et c'est quelque chose qui m'a intéressé, et j'ai pu voir le comportement sur Internet et YouTube par exemple, car c'est quelque chose de récent. Et par exemple, sur YouTube et Internet, j'y suis régulièrement, donc j'arrive à comprendre certaines choses à la longue. Alors en fait, j'ai fait une petite présentation sur carte heuristique. Alors pourquoi je fais ça? Car ça va très vite pour prendre des notes. Je pars un peu dans tous les sens, je fais une forme un peu arborescente, et ça me permet de mettre beaucoup d'idées. Et donc à partir de ces idées, je vais faire mon petit exposé. Donc je mettrai peut-être dans la description des liens pour aller plus rapidement peut-être à certaines parties qui vous intéressent le plus. Et comme j'ai fait des prises de notes, j'ai pas forcément vérifié l'orthographe, et le logiciel le vérifie pas trop. Donc s'il y a des fautes, normalement c'est pas très grave, c'est un petit exposé. Alors déjà sur Internet et YouTube, on a déjà des contenus gratuits. Alors gratuit, moi je le différencie entre gratuité partielle et gratuité totale. Après si vous voulez, je vous montrerai moi mes données sur Internet, si ça vous intéresse, sur ma chaîne YouTube. Donc gratuité totale, moi j'appelle ça, c'est quelqu'un qui partage sa passion, qui montre des idées. Alors moi je fais un peu l'analogie avec le bénévolat. Lorsque je vais aider dans une association, j'attends aucun retour financier, j'attends pas d'être payé, mais ça peut me permettre d'avoir une satisfaction personnelle, une satisfaction humaine, le sentiment de se sentir utile et d'aider les autres. Donc, on peut montrer ses inventions, ses idées, on peut partager son mode de vie. Par exemple, moi je vis, imaginez, si je vis au milieu des bois, je veux dire, il faut faire ça, pas ça, je vous partage mon expérience, car je peux montrer que c'est possible. Je peux partager ma passion, par exemple ma passion pour les chiens. Ça peut être une forme d'éducation, et là, je le vois beaucoup sur YouTube. Alors parfois, on va comparer la télé avec YouTube, mais en fait, ça dépend, c'est un moyen, ça dépend un moyen de communication, et ça dépend ce qu'on va regarder. Mais dans l'ensemble, moi, j'ai pu constater que YouTube était un peu, et les autres médias sur Internet, une nouvelle forme de formation. Parfois, et ce qui s'est passé souvent, c'est qu'on a une éducation initiale qu'on a à l'école, et après c'est difficile d'avoir du contenu qui n'est pas dans sa formation, ou de retourner apprendre. Et sur Internet, on a des formations gratuites, des conférences gratuites, de nombreuses conférences sur des nombreux termes, et on peut se former tout au long de sa vie. On peut présenter sa philosophie, sa philosophie de vie, sa philosophie de pensée, c'est sûr dans les limites du respect. Hein, il faut éviter de faire des injures aux gens qui ne pensent pas comme eux. Donc c'est quelque chose d'intéressant dans les commentaires. J'avais lu un livre, c'était Homo economicus de Daniel Cohen. C'est un livre que j'aime bien. Et il parlait à la fin du lien entre anonymat et injure dans les commentaires, et que l'anonymat augmentait les risques d'avoir des injures entre personnes. Donc des fois il y a des débats stériles, mais ça montre une philosophie. Donc après on peut intervenir. J'ai vu telle émission à la télé, je suis pas d'accord, j'interviens. On peut débattre entre personnes, entre youtubeurs, entre différentes personnes d'idées différentes, de la politique ou au sens noble du terme. Et informer, par exemple, d'informer les bêtises qu'il peut y avoir sur Internet, la pseudoscience, l'énergie gratuite, sans dire qu'il y a des fois il y a des gens qui disent des bêtises, et il y a des gens qui vont informer contre des dérives. Donc il y a une problématique que j'ai pu trouver, c'est la problématique du temps. Donc si vous faites des contenus, vous allez vous heurter avec un problème de temps. Faire une vidéo, ça demande du travail. Et à côté, généralement, si on fait des vidéos gratuites, on ne touche pas d'argent. Donc il faudra trouver un travail ou quelque chose pour gagner de l'argent à côté. Donc on a également les gens, tout le monde a une vie personnelle, bien remplie. Donc ça demande du temps de faire des vidéos, de faire un travail de recherche, un travail de montage. Plus si vous avez des gens qui vous posent des commentaires,
Moi, des fois, j'ai pas le temps de répondre aux commentaires, mais déjà, j'ai une petite chaîne, car des fois, ça demande du temps. Et puis, il y a certaines personnes, j'apporte la réponse au cours de la vidéo, et ça arrive souvent que les gens me demandent, me posent la question. Donc ça arrive. Et après, si on conjugue tous les temps, ça peut être très prenant. Une vidéo peut demander pour des grosses vidéos, pas dans mon cas, mais ça peut demander des jours et des jours ou des semaines de montage. Donc ça devient un peu comme la télé après. Et on va également parler du coût économique. S'il vous faut du matériel, un trépied, un micro, une caméra. Donc c'est une passion qui va coûter cher. Vous allez apporter à des personnes et vous au retour vous allez dépenser de l'argent. Par exemple, moi dans mon cas, où mes vidéos ne sont pas monétisées sur YouTube, car j'ai moins de 1000 abonnés, je reviendrai plus tard. Par exemple, je me suis acheté un trépied, c'est quasiment quelque chose d'indispensable si vous faites des vidéos. Un trépied, ça coûte 20 euros, un micro cravate si vous achetez encore 20 euros ou 40 euros. Donc vous pouvez investir 100 euros et au contraire, passer du temps également, du temps. Et le temps, c'est vraiment quelque chose, c'est la denrée la plus chère sur cette terre. Donc après la gratuité sur internet, alors ça m'est venu, c'est un peu une extrapolation dans l'ensemble que vous utilisez Google, Facebook, il y a ces entreprises ont des serveurs à payer, des employés, des bureaux, donc rien n'est gratuit en fait. Et souvent les entreprises vont utiliser, souvent on dit rien n'est gratuit, lorsque c'est gratuit, c'est vous le produit, et c'est plus ou moins vrai. Alors les entreprises peuvent utiliser la pub par exemple. Donc si on veut utiliser la pub pour financer en partie ses vidéos, mais qu'on est contre cette idéologie dans sa philosophie de vie, cette philosophie de société de consommation, on se heurte quand même à un dilemme assez fort. Est-ce qu'on doit quand même utiliser la pub ou au contraire s'en passer? Donc les entreprises gratuites peuvent fonctionner par mécénat, par don. Et après, des entreprises gratuites aussi qui vont, en parlant de pub, qui vont prendre vos informations. On parle des grands médias sociaux et puis les revendre à des bases de données. Donc les bases de données, c'est ce qui coûte très cher. Votre nom, votre adresse, votre comportement, c'est quelque chose qui se monnaie et en fait, des fois et la plupart du temps, sans le savoir. Alors après, la gratuité sur YouTube, ça permet également à des personnes de se faire connaître. Donc pour un niveau professionnel. Je suis artisan, par exemple, je suis maçon. Je montre des tutoriels assez faciles, comment faire une terrasse. Et les gens vont me regarder et vont dire il est expert, il a l'air sérieux. Donc cette personne, je peux l'embaucher pour faire un travail chez moi. Idem pour un psychologue qui veut se démarquer des autres. Il présente quelques travaux, une théorie philosophique de psychologie. Et il va se dire les gens vont montrer que j'ai une expertise, que je suis compétent, que je peux comprendre les besoins des gens. Et donc, ça peut permettre de gagner des clients. Donc, ce qu'on apporte, on va montrer son expertise, sa notoriété, qu'on est franc, et on attend d'un certain côté, je les mets entre guillemets, parce que c'est pas seulement ça, un retour sur investissement, c'est-à-dire augmenter ses clients. Donc, ça peut être sur une boutique physique, ou une boutique, par exemple, en virtuel. Donc on a d'une certaine façon un avantage comparatif vis-à-vis de la concurrence. Si vous montrez que vous êtes que vous connaissez dans ce sujet et que vous êtes sérieux, les gens vont par confiance vous demander plus qu'un autre qui ne connaissent pas. Ça peut être pour beaucoup de professions. C'est quelque chose en devenir, car on peut montrer par exemple un boulanger, un artisan, tous les métiers de service. Alors là, c'est la première partie, c'est la gratuité sur Internet. Donc ça peut être très bien, mais à partir d'un temps de travail donné, on a quand même des problématiques qui vont se mettre en évidence en termes de temps, de coût. Donc après, on a la gratuité que je vais appeler partielle. Alors là, on a plusieurs aspects. C'est donner quelque chose de gratuit, mais en échange obtenir un peu, par exemple. Donc ça peut être une nouvelle forme d'économie qui n'existait pas avant. Donc par exemple, je suis contre la publicité, je montre quelque chose, mais en même temps ça me coûte du matériel de présenter certains objets, ça va me coûter de l'argent, mais même de façon indépendante. Donc je peux lancer un financement participatif. Alors là j'ai mis 2 plateformes, mais il y en a beaucoup. Et ça permet d'un certain côté de dire, si vous aimez la qualité de mon travail et vous voulez que je fasse plus ou encore,
ou que je m'y consacre davantage, par exemple, que je quitte mon emploi à plein temps pour aller à temps partiel, et vous mettre des vidéos de qualité, je vous demande une contribution, et en échange, je pourrais faire plus de vidéos. Donc on peut demander cet argent pour un projet, pour payer du matériel, pour financer des déplacements, des frais. On peut avoir beaucoup de frais dès qu'on arrive sur du gros montage. Donc c'est quelque chose, par exemple, pour une personne qui n'aime pas le financement de publicité, puisse à trouver une deuxième voie de financement. Après, on a l'affiliation. Alors là, je vais faire un distinguo entre l'affiliation et le partenariat, le sponsoring. Donc l'affiliation, il y a des sites comme Amazon, eBay, mais Amazon c'est plus connu, où si vous présentez un produit que vous avez aimé, donc, je sais pas, vous aimez un livre, vous le présentez et vous dites ah bah je vous mets le lien de ce produit dans la description. La personne va cliquer dessus et le prix ne va pas augmenter, mais comme il y a un lien personnalisé qui vous appartient, vous allez toucher une commission. Alors c'est quelques pourcentages, c'est variable selon le type de produit, hein, si c'est un produit physique ou virtuel. Alors ce qui peut se passer, généralement c'est sans surcoût et on touche une commission, donc de quelques pourcentages. Et donc il y a également de l'affiliation pour par exemple des gens qui vendent des boutiques virtuelles souvent, ils ne font rien, ils présentent juste le produit d'une autre personne et ils vont toucher, ça peut, j'ai vu sur certains sites jusqu'à 30-50%. Donc ça permet à l'autre personne de se faire connaître, d'améliorer sa visibilité, et la personne qui fait l'affiliation de toucher de l'argent avec peu de travail. Mais il y a quand même du travail, donc ça peut devenir, s'il faut faire une bonne présentation. Donc moi, l'affiliation, la question qui va se poser, c'est est-ce qu'on est indépendant ou pas? Est-ce que vous allez mettre uniquement en avant des bons produits que vous avez, pour dire regardez, ou est-ce que vous allez être payé? Alors moi, je vais partir du principe de l'affiliation en étant indépendant. Alors moi sur ma chaîne YouTube, au début, moi je voulais mettre de l'affiliation pour, par exemple, moi je voulais présenter des livres et je me suis dit, grâce à l'argent de l'affiliation, comme c'est des faibles pourcentages et que j'ai peu de personnes, je pourrais présenter des livres, je pourrais présenter des choses et financer mon trépied. Alors moi, au final, je vous montrais sur toute l'année, je touchais même pas 15 euros. Alors ça fait même pas 1 euro par mois, même moins de 15 euros. J'ai même pas gagné, je peux même pas m'acheter un paquet de cacahuètes par mois avec. Donc c'est des données pour des chaînes moyennes comme la mienne, ou petites plutôt, qui sont très faibles. Donc après, il y aura une notion de transparence. Est-ce que vous allez le dire ou pas à vos abonnés? Alors là, il y a des choses que je vois, c'est assez étrange. C'est qu'il y en a qui vont le dire, ils vont dire, je vous montre que j'ai de l'affiliation, et ça va me permettre d'acheter du matériel, d'acheter une meilleure caméra. Alors il faudra cotiser beaucoup pour une caméra, mais par exemple, ça va me permettre d'acheter un livre, et comme ça je peux faire un résumé à ma façon, par exemple. Donc vous allez le dire. Et il y a des gens, j'ai pu voir, qu'ils allaient parfois cacher les liens en les renvoyant sur leur blog, qui ont un lien personnalisé pour envoyer sur Amazon. Alors c'est un moyen un peu de cacher qu'il y a de l'affiliation. Donc là c'est un peu quelque chose d'opaque. Après il y a le partenariat. Alors pour moi c'est différent. Alors moi je fais de l'affiliation pour les produits que je présente, mais en fait moi je présente que des produits que j'ai aimé. Donc si je présente un produit que j'ai cassé ou qui marche pas, je peux pas le présenter car il y a quand même de l'honnêteté et on peut pas forcément faire en étant indépendant présenter un truc qu'on n'aime pas en étant en mentant un peu. Alors que le partenariat c'est différent. Là alors ça c'est pas disponible pour les petits youtubeurs, les petites personnes qui n'ont pas de visibilité. Quelqu'un qui a moins de 2-3 000 abonnés, faut pas compter pour faire un partenariat. Par contre, c'est parfois les marques qui vont s'intéresser à des youtubeurs un peu plus gros, qui ont 10 000, 20 000 abonnés, et qui vont leur proposer de travailler pour eux, de mettre soit la marque en avant, soit un produit. Ou soit de façon subliminale, j'ai écrit, vous mettez votre canette de soda derrière, vous dites rien, et apparemment, d'après certaines études sur le cinéma, ça aurait un impact. Donc il y a une notion, là on n'a plus d'impartialité comme avant, c'est que si vous êtes payé par une marque pour présenter son produit, d'un certain côté, il faudra donner un avis positif, même si certains youtubeurs disent qu'ils restent indépendants. Techniquement, si quelqu'un vous paye pour faire quelque chose, vous pouvez pas vraiment lui dire du mal, sinon la collaboration va s'arrêter les prochaines fois. Alors, comme je l'ai dit, c'est pour les youtubeurs ou des personnes plus grosses qui ont un
un partenariat, et ça permet à des marques aussi de faire un peu, c'est un peu de la publicité cachée d'un certain côté, car les personnes ne le disent pas forcément. Et après, il y a la pub YouTube. Donc, ce qu'on a pu noter, ce qu'on a pu voir, c'est que les gens donnent des fois des approximations, mais c'est assez dur de savoir les chiffres, parce que selon les domaines d'activité, les publicitaires ne seront pas les mêmes. Les secteurs, ça sera pas les mêmes. Si vous présentez une pub pour un parfum, une pub pour une tondeuse à gazon, ça sera pas forcément les mêmes grilles de rémunération. Il y a beaucoup de choses qui comptent. Et ce qu'on a pu noter, c'est que d'après certains youtubeurs, moi je peux pas monétiser mes vidéos, c'est qu'il y aurait une baisse de la rémunération depuis un certain temps. Et il y a eu de nombreux scandales, et c'est pour ça qu'il y a eu des nouvelles règles qui sont été appliquées. Et notamment, les petits youtubeurs ne peuvent pas monétiser leurs vidéos. Et donc, la pub, moi j'ai mis quantité versus qualité, mais c'est pas tout à fait ça. Parce que la pub YouTube, pour quelqu'un qui va en vivre, il faudrait faire des grandes quantités, plus de 100 000 vues par vidéo à peu près, d'après certains youtubeurs. Et quelqu'un qui va se mettre sur un marché de niche ou sur un domaine de niche qui va toucher 3000 personnes, il peut clairement pas vivre de la pub YouTube. Mais en fait, pour faire en partie des grandes quantités de vues, il faut de la qualité, mais pas toujours. C'est pour ça que c'est pas tout à fait de l'opposition, hein, c'est pas dualiste complètement. Alors là, c'est de la gratuité, mais en essayant de soit rémunérer sa passion, ou soit de trouver un petit complément de revenu. Donc, voir un revenu complet sur, par exemple, la publicité pour les très gros youtubeurs. Et après, il y a des gens qui ont proposé du contenu payant. Donc, ça a plusieurs principes, hein. Certaines personnes disent tout le temps tout travail mérite salaire. Si je travaille, il faut que je touche en échange. C'est tout à fait normal. C'est pas du tout. C'est comme ça. Et ça m'a fait penser à Adam Smith avec la bienveillance du boulanger qui cite dans son livre, où il va dire que le boulanger, s'il fait du bon pain, c'est pas juste pour faire du bon pain, c'est qu'en fait, il essaye c'est pour son intérêt personnel, que s'il fait du bon pain, les gens vont venir acheter et pas chez le concurrent. Donc c'est une pensée qui a été déformée parfois d'Adam Smith avec la notion de main invisible au niveau de la notion capitaliste, hein. C'est quand même quelque chose assez intéressant quand même de lire c'est des grands économistes, que ce soit Adam Smith, Pareto, vous pouvez lire de nombreux auteurs. Donc je mettrai la citation. Et donc aussi, il y a des gens qui vont proposer du contenu payant différent pour pas mettre tous les œufs dans le même panier, car ça peut créer une précarité. Par exemple, YouTube change les règles de monétisation et que tout votre, pour un gros YouTuber, tout son revenu est basé dessus et il va avoir une chute drastique. Donc il essaye d'avoir des revenus complémentaires. Alors qu'il faut savoir que les gros YouTubers, ils vivent ils vivent que de ça. Ils ont pas un autre travail. C'est important de le noter que pour faire une vidéo qui demande des semaines de travail, il peut pas avoir un travail à côté. Ce serait complètement impossible, à moins d'externaliser les procédures, le montage vidéo, mais c'est ce qui est fait parfois. Donc il y a une autre chose que j'ai vue sur internet, c'est qu'il y a des gens qui vont proposer beaucoup de contenu gratuit, beaucoup, à peu près même 80%, ça peut monter, et qui vont dire, par contre, si vous voulez en savoir plus, l'information la plus poussée, les 20% restants, il faut acheter ma formation. Alors ça, c'est des techniques où des gens vont parler pendant 20 minutes, ils vont vous expliquer beaucoup de choses, et à la fin, ils vont dire cliquez sur le lien. Donc après, c'est pas forcément malhonnête, c'est des techniques marketing. En fait, plus on va arriver là, plus on va arriver sur du marketing et de la vente professionnelle. Alors, différentes techniques que j'ai pu noter déjà, c'est ça, selon ce que j'ai pu voir sur internet, il y a plusieurs noms. C'est la technique de l'entonnoir, de la pyramide, du tunnel de vente. C'est qu'à la base, quelqu'un va faire une vidéo là des 80% basiques et il va dire, il va avoir 10 000 vues. Donc il va appeler ça des prospects. Donc là, maintenant, on arrive vraiment à des notions de marketing. Et à chaque étape, il va mettre des taux de conversion. Il va dire, je fais une vidéo, cliquez sur le lien si vous voulez recevoir un petit cadeau. Cliquez sur le lien. Et après, la personne qui va recevoir la newsletter, il va encore avoir une conversion, et en fait ça va faire une pyramide, et les clients seront vraiment que la pointe de la pyramide ou du système de l'entonnoir. Donc il y a, même si 5% des gens achètent de 10 000 ou même 2%, et que la personne la vend 200 €, il est toujours gagnant. Ce qu'il faut noter, c'est que le taux peut être variable selon la personne, selon la thématique. Alors il y a une technique que j'ai vu beaucoup, c'est d'offrir un cadeau. On voit parfois sur les sites des gens qui vont dire je vous offre un cadeau,
et vous me donnez votre adresse mail pour que je vous l'envoie. Alors c'est un peu, des fois, moi je trouve ça un peu stupide, au lieu de mettre le lien pour télécharger son petit cadeau de 5 pages, des fois, comment faire ci, comment faire là, il a besoin d'adresse mail. Alors, on voit qu'il y a quelque chose derrière. Donc après, ils vont utiliser des systèmes pour gérer les adresses mail et envoyer des newsletters. Donc en fait, donner un cadeau, c'est simplement pour obtenir, faire une base de données, de prospects, une base de données qui va, cette personne, cette entreprise va solliciter par semaine, par mois, pour dire voici les nouvelles et en même temps j'ai fait une offre ou il y a une promotion. Donc il y a différentes autres techniques qui sont utilisées, par exemple la technique du temps, du manque de temps, où par exemple la personne va vous dire j'ai fait une nouvelle formation et dans 5 jours, soit le prix va doubler, soit je vais la retirer. Donc c'est une technique marketing pour vous presser à acheter. Après, dans ces différentes techniques, il y a des techniques de résolution de problèmes où les gens vont dire vous avez tel problème, vous avez telle frustration, je vais vous emmener régler ce problème. Alors souvent, par exemple, c'est comment apprendre le piano. Vous ne savez pas jouer au piano. Moi, je suis prof de piano. Je vous apprends à jouer au piano. Vous êtes en surpoids. Moi, je suis diététicien et je vais vous apprendre à faire un régime spécial. En fait, la personne va l'apprendre du point A au point B. Et en fait, normalement, il faut que la personne soit quand même elle soit prof de résultats. Si, par exemple, vous êtes prof de PS ou prof pour vous dire je vous apprendre à courir un marathon et que vous êtes pas incapable de courir 20 minutes, il y a quand même un décalage, il faut quand même une congruence entre ce que vous êtes et ce que vous pouvez montrer. Donc si vous suivez ma technique, vous allez arriver. Donc c'est quelque chose qu'on voit parfois, de techniques de résolution de problèmes. Après, il y a aussi des contenus qu'on peut voir sur internet qui sont disponibles à la base sur des boutiques physiques, et que les gens ont simplement basculé sur boutique virtuelle internet. En fait, c'est le moyen internet qui va servir, qui va être différent de la lettre par correspondance que le catalogue. Alors les différents produits que j'ai pu voir qui étaient proposés sur internet. Alors déjà, il y a les audios. Par exemple, audio, je vous offre, vous me donnez 20 euros, je vous offre un audio d'hypnose ou des podcasts pour vous apprendre, je sais pas, des cours d'histoire ou après des e-books. Alors l'intérêt des e-books, par exemple, si vous vendez un e-book, c'est qu'il n'y a pas besoin de maison d'édition maintenant avec par exemple Amazon ou la Fnac, où vous pouvez vendre un PDF. Donc c'est de l'auto-édition parfois. Alors après, les formations. Les gens vont vendre des formations. Alors des fois, ce que j'ai pu voir et c'est assez intéressant, il y a des gens qui gagnent de l'argent uniquement en vendant des formations pour montrer comment ils ont gagné de l'argent. Donc des fois c'est le serpent qui se mord la queue, mais c'est pas toujours ça. Hein. Des fois c'est des thèmes différents. Alors, le thème que j'ai vu le plus sur internet, c'est financier, le sport, la cuisine, les changements de vie, ça peut être le potager, comment je fais un potager en carré, je vous ai expliqué. Et des fois c'est une synergie, hein. La personne va dire je vends une formation où il y a un e-book, des PDF, une présentation audio, une présentation, tout un tas de présentations. Donc l'avantage que j'ai pu essayer d'analyser en voyant ces formations numériques, déjà c'est que le peu de frais, ça c'est par rapport à un produit physique, il n'y a pas besoin de stockage. Si vous vendez un livre ou une formation, vous n'avez pas besoin, et que vous pouvez le faire seul, pas besoin d'employer pour stocker, pour charger des lève-palettes, charger des contenus, il n'y a pas de stockage ou très faible, hein, c'est du stockage virtuel. Donc les frais sont très très bas. Après c'est quelque chose qui va être reproductible. Alors moi j'ai mis pas de coût supplémentaire à N+1. Bon, y a pas, c'est pas la technique, on n'est pas dans par exemple dans l'agriculture où on a l'effet des rendements décroissants. Lorsque au début vous allez apporter une unité d'azote pour augmenter votre rendement d'un quintal par exemple, au bout d'un certain temps, vous arrivez sur un palier limite et même vous allez régresser si vous empoisonnez votre champ en azote. Donc là, c'est pas du tout des techniques, par exemple, qui se marchent partout. Là, ça marche vraiment sur le virtuel. Que vous vendez 2 formations audio ou une formation, il y a peu de variation du prix. Donc c'est quand même à nuancer. Hein. Par exemple, si vous avez beaucoup une personne qui a beaucoup de clients et a une grosse base de données, il sera peut-être obligé de passer par un abonnement sur son serveur un peu plus important. Il y a quand même une valeur, des charges relativement faibles. Donc après, il y a autre chose que j'ai noté, c'est que la valeur perçue est parfois énorme entre différents supports. Par exemple, si demain j'achète un livre qui résume tout le potager, je l'achète 20 ou 40 euros.
Et je suis sûr quasiment que c'est écrit par des experts et qu'avec, j'ai à peu près les grandes bases. Et ben la même chose, si quelqu'un vous le vend, et ben ils peuvent vous le vendre 300 euros ou plus parfois, ce que j'ai pu voir sur internet, hein. Même 80 euros. Et donc ça va occasionner des plus gros bénéfices avec les mêmes choses. Pourquoi? C'est que lorsque quelqu'un va donner une formation, par exemple avec des podcasts, des différentes choses, la valeur perçue de la chose, même si c'est la même à la base, elle sera beaucoup plus forte. Alors ça m'a fait l'étude de cas de Stephen King qui avait pris un nom de plume pour écrire certains romans et bizarrement ils avaient moins marché. Et quand l'affaire a été révélée, ces romans se sont mis à avoir beaucoup de succès. Donc l'histoire de valeur perçue. Donc moi ce que j'ai pu voir, beaucoup de youtubeurs qui m'ont parlé la semaine de 4 heures, donc c'est Tim Ferriss. Donc il y a plusieurs paramètres. Moi je n'ai jamais lu le livre, mais comme ils en parlent souvent sur internet et que j'ai entendu des résumés. Donc déjà, ça va être déléguer des tâches, passer par des assistants, par des nouvelles méthodes, que ce soit, il y a des sites maintenant pour dire j'ai tel travail à faire, je vous donne 5 euros et vous le faites. Après, être minimaliste, automatiser ces tâches, il y a beaucoup de choses comme ça. Et la technique qu'on sort souvent, la loi de Pareto 20-80, on peut la tourner dans tous les sens, hein, mais Pareto, c'est pas que ça. C'est également des optimums de Pareto. Là, c'est juste une partie de Pareto. Donc après, il y a des personnes, youtubeurs ou sur Internet, qui proposent des produits physiques. Alors ça peut être des livres en physique. Alors si le livre numérique marche bien, il peut le proposer en livre physique. Après, ça peut être des t-shirts. Hein, les grands youtubeurs peuvent proposer des t-shirts à leur effigie pour les fans, des tasses, des mugs. Après, du suivi. Par exemple, je parlais tout à l'heure de l'idée du psychologue qui dit je vous ai présenté des choses. Maintenant, moi, je suis spécialisé dans tel domaine. Donc, vous pouvez me suivre. Et je vous fais une consultation personnalisée. Donc, ça part un moyen de tirer des nouveaux clients. Donc, moi, ce que je dis là, dans ce que je dis, il y a rien d'illégal. Hein, c'est des techniques. Hein. Donc, là, je parlais des artisans également. Gagner en clients. J'ai plus le cas de l'artisan qui va tirer un bénéfice indirect de ses vidéos, puisque comme il paraît honnête, qu'il paraît compétent, qu'il paraît doué, je vais lui donner plus de crédit, et si j'ai besoin de lui qu'il habite dans ma région pour les travaux, je vais m'adresser à lui. Et donc pour toutes ces notions de vente de produits, il y a des nécessités, hein, c'est déjà d'être expert, et être expert ça s'apprend pas en une semaine, hein. Si vous apprenez le piano il faudra des années, si vous apprenez vous êtes prof de langue il faudra des années, et il faudra quand même faire preuve de son expertise. Si vous vous dites expert en jardin et que vous n'êtes pas capable de produire tel légume, ça va pas marcher, hein. Et après, ces personnes qui font de la vente, il faut quand même avoir des notions de marketing, c'est dire étudier un peu le marché, soit aller sur un marché global, ou soit certains vont se spécialiser sur des marchés de niche. Et il faut quand même des connaissances en informatique, même si c'est pas du codage, il faut quand même que une personne sache créer un site WordPress, qu'il sache utiliser des newsletters, beaucoup de choses. Donc là j'ai fait le payant. Et après, j'ai mis d'autres idées comme ça qui me sont venues dans les conseils de base que j'ai pu noter, synthétiser. C'est que moi, ce que j'ai pu voir depuis quelques années, c'est que les vidéos sur YouTube sont de plus en plus professionnelles. On a de moins en moins des choses d'amateurs. Donc les gens vont faire beaucoup plus de recherches. Bon, recherche, j'ai mis biais, parce qu'on peut avoir des biais de confirmation. Hein. On veut dire quelque chose, on va chercher tout ce qui va dans le sens. Hein. Donc certaines écrivent des discours, des scripts. Donc on voit là, ça se rapproche à la première idée, le temps de travail. Et on a de plus en plus de gens qui sont quand même experts. Je vois des gens qui savent beaucoup de choses dans certains domaines. Après, au niveau de l'image, on a vu que globalement tout s'est amélioré. Hein. On a des vidéos en HD, en Full HD. Donc après, comme je disais, si par exemple vous voulez filmer les papillons, il faudra un matériel de qualité. Alors même si vous proposez des vidéos gratuites, si vous optez pour un appareil photo à 600 euros pour avoir filmé par exemple des papillons, moi j'ai essayé de filmer avec mon smartphone la pierrite du chou, c'est impossible. Mais pour la plupart des vidéos, un smartphone peut suffire. Mais le plus important, ce qu'on entend souvent, c'est que le son est plus important que l'image, et c'est ce qui peut faire changer les gens. Notamment dans le podcast, mais il faut éviter d'avoir des bruits parasites. Alors c'est pour ça que les gens maintenant font beaucoup un enregistrement séparé, et vont utiliser soit un microphone qui est dédié et qui va avoir une carte son très bonne, ou un système d'enregistrement
bon, un micro-cravate pour éviter, par exemple, si vous êtes dehors, le bruit des voitures, le bruit des autres bruits, et même maintenant du montage vidéo, audio et vidéo. Donc dans le montage vidéo, je présenterai un jour les principaux logiciels de montage vidéo, mais ça demande quand même beaucoup de temps. Alors moi, c'est pour ça que je fais des vidéos pas très longues et pas très montage basique, parce que j'ai vu que c'est pas une histoire d'incompétence, il y a des choses que je sais faire, mais ça prend vraiment beaucoup de temps pour faire des coupures, des raccords, des synchronisations. Donc synchroniser l'audio si vous le faites séparément, même si les meilleurs logiciels peuvent le faire automatiquement. Le prix, hein, la plupart des bons logiciels de montage vidéo sont payants. Il y a peut-être des exceptions. Donc le type, ça dépend. Un logiciel de montage vidéo, ça peut coûter 20 euros et ça peut coûter 500 euros si on est vraiment sur des choses professionnelles. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut un ordinateur puissant à côté quand même qui va se tourner correctement. Donc il y a aussi un temps de prise en main du logiciel, donc ça demande du temps. Alors ce que j'ai pu voir aussi sur internet, là c'est vraiment flagrant, quand vous regardez les grands youtubeurs, ils ont des techniques, vraiment des techniques maintenant professionnelles pour vous garder en haleine. Plusieurs caméras, des plans très courts qui durent 400 secondes, des intonations particulières, il faut beaucoup de rebondissements, du suspense. Vraiment, maintenant, on a des très bonnes qualités de montage. Moi, des fois, je m'imagine, je me dis, mais si j'avais monté comme cette personne, j'aurais mis 3 jours, 4 jours. Alors que moi, mes vidéos, elles mènent même pas 1 heure à monter. C'est aussi ces personnes ont pour but d'atteindre une audience. Après, il y a ils essayent d'ancrer une image de l'entreprise, de la personne, avec un logo particulier, une musique particulière, des salutations particulières. On connaît des gens qui vont commencer vidéo toujours avec le même bonjour, la même façon, pour vraiment leur donner une image forte. Donc après, comme je disais, il y a des personnes, youtubeurs, qui vont utiliser la transparence ou non. Est-ce qu'ils vont dire combien ils gagnent, est-ce qu'ils utilisent des liens d'affiliation, du partenariat. Donc ça peut être caché, ça peut être mis par des raccourcis. Donc le partenariat, pour moi, c'est quand même important que les personnes le disent. Car si vous êtes payé par une marque, vous n'allez pas avoir la même façon de penser que si vous êtes indépendant. Après, voilà, il y a différentes méthodes pour que les gens essayent de mettre en place pour essayer de comprendre les algorithmes. Il y en a peu qui... en fait, que les gens ne savent pas forcément les algorithmes de Google, mais tentent par déduction de trouver des choses pour que ça marche, pour que leur vidéo soit plus visible. Alors, il y a beaucoup de gens qui mettent les titres en majuscules maintenant, parce qu'il y a une ou deux personnes qui ont dit que les titres en majuscules marchaient mieux, donc tout le monde maintenant, tous les gros youtubeurs vont les mettre. Alors là, les vignettes miniatures de vidéos attrayantes, on sait ce qui attire les gens, donc on va mettre ça en valeur. La régularité, donc apparemment YouTube mettrait en valeur, en avant les vidéos les plus régulières. Donc c'est un algorithme, hein, c'est un système de calcul qui va avec plusieurs variables, et les liens, apparemment, les gens qui mettent de la pub, et c'est pour ça qu'il y a des gens qui n'aiment pas la pub mais qui mettent de la pub, car apparemment les vidéos avec la pub permettent de gagner en visibilité. Alors moi, il faut savoir que j'ai pas droit à la pub, et c'est pas que la pub, c'est différents outils. Je peux plus programmer mes vidéos à l'avance, car cet objet fait partie des objets disponibles à partir de 1000 abonnés et tant d'heures de visionnage. Donc moi, ce que j'ai pu noter là, je fais un peu de généralité dans tout ce que j'ai pu voir, que ce soit les vidéos YouTube ou dans la réussite de la vie en général. Pour réussir sur internet, sur n'importe quoi dans la vie, à l'école, n'importe quoi. Pour moi, ça fait preuve de plusieurs choses. Déjà, le plus important, le travail. Que ce soit la quantité de travail, ça c'est le plus important, et la qualité. C'est sûr que on va prendre l'école. Quelqu'un qui travaille beaucoup, il aura plus de chances de réussir que quelqu'un qui travaille pas. Mais en même temps, s'il bachote ou il comprend pas ce qu'il apprend, il n'a pas de qualité, il n'a pas de méthode, ça peut ne pas réussir. Après, deuxième chose, le talent. Alors ça, c'est chacun qui a un talent différent. Il y a des gens qui sont plus doués, et il y a même des génies. Alors moi, ce que j'ai pu voir de tout, par exemple, des gens que j'ai côtoyés, les génies, c'est quand même, ou même les gens très doués, c'est quand même rare. Aujourd'hui, on a une époque où on dit, on voit beaucoup dans les journaux, dans les magazines, tout le monde est doué. Simplement que si tout le monde est doué, ça devient la normalité. Les doués, par définition, c'est des gens qui sont plus rares. Ça c'est une notion de statistique. Si vous êtes à deux écarts types, je suis d'accord, mais si vous êtes dans la moyenne, c'est plus de la douance. Donc après, la troisième chose, c'est la volonté et la persévérance. Ça, c'est très important dans la vie. Parce que vous pouvez être un très gros travailleur, mais si à la moindre difficulté, vous vous arrêtez, ça marchera pas longtemps. Et ça, c'est... donc c'est la persévérance, ça peut être le comportement vis-à-vis des échecs,
la tenue de votre travail dans le temps et certaines tâches qui, avec le temps, deviennent des habitudes. Donc quelque chose qui devient quasiment inconscient. C'est comme se laver les dents. Après, moi, j'ai mis la chance. Bon, ça, c'est quelque chose qu'on peut mettre. Parce que moi, la chance, je la différencie en deux choses. La chance, vraiment l'aléatoire. Vous êtes là au bon moment. Donc, lié à des facteurs internes. Des facteurs externes, c'est vous avez créé un produit parce que personne à côté ne l'a trouvé. C'est aussi une forme de chance. Et la chance forcée, que je dirais plutôt, que vous mettez tout en œuvre, tout votre travail va, et pour le but de réussir quelque chose. Donc, au final, ça va vous amener dans des bonnes situations. Pour moi, c'est la chance forcée. Et moi, après, là, je vais nous donner une notion de statistique, ce qu'on appelle parfois, quand on va faire des modèles statistiques, les résidus. Donc, c'est soit quelque chose qui n'est pas expliqué, il y a des choses qu'on n'explique pas, et ça va impacter la qualité du modèle statistiques, ou soit des variables manquantes, soit j'ai oublié des choses, il y a d'autres facteurs qui font que les gens réussissent, ça peut être l'entourage familial, donc on rajoute un facteur, un deux facteurs, et théoriquement les résidus diminuent. Ça c'est des règles statistiques, c'est un peu... Et après, comme on parlait sur internet, même si vous faites quelque chose de légal, est-ce que c'est éthique? Alors ça c'est quelque chose ou pas, c'est... Est-ce qu'il y a des gens dans la vie, ils vont faire des choses, ils auront des scrupules et d'autres non. Donc il y a des gens qui sont très doués, mais ça c'est vraiment vu dans la vie, il y a des gens très doués qui ont vraiment un talent et au final ils ne le mettent pas en œuvre, alors que des gens beaucoup moins doués qui n'ont pas de scrupules et eux vont le mettre en œuvre et ils vont réussir. L'éthique, alors là, je présenterai un livre traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens, par exemple, les méthodes marketing. Certaines s'approchent pour influencer le choix, donc c'est pas de la manipulation, mais c'est des méthodes marketing. Et après, par exemple, je parlais des formations à 300, 1000 euros. Donc, elles sont légales, elles sont parfois honnêtes, mais parfois, si la personne en face n'a pas l'expertise et vend quelque chose en le sachant, il y a également le prix de vente qui est honnête. Si vous vendez quelque chose qui n'est pas accessible, il y a toujours quelqu'un qui va vous répondre, oui, mais je vends ma formation chère, mais elle apporte plus en retour. Ça peut être vrai, mais il faut quand même pratiquer un prix juste. Si la personne pratique un prix élevé simplement pour augmenter son bénéfice, ce n'est pas forcément très éthique. Donc là, c'est la principale chose. Donc en deuxième partie, je présenterai des données sur YouTube et je présenterai également peut-être des livres. Donc voilà pour cette première partie sur les différentes choses que j'ai pu noter. Et en fait, il faudrait même regarder la vidéo en x2 pour que ce soit plus rapide. Voilà pour cette présentation.